Bonsoir à tous, vous êtes bien dans Bouge la France, en direct tous les soirs à 22h. Alors le programme est assez étoffé, vous allez voir ce soir. On va parler bien sûr du contrat de travail. Les négociations viennent d'être interrompues entre patronat et syndicats. Jean-Louis Gombaud nous expliquera s'il y a peut-être une chance que tout le monde se mette d'accord d'ici demain. Ensuite, politique avec le PS qui est dans tous ses émois en ce moment. C'est une guerre de position pour bien se placer, pour prendre le parti ou pour 2012, que sait-on jamais. Ils sont tous en train de se lever pour le PS, tout simplement. Denis Jambard viendra nous en parler. Ensuite, on parlera de l'école. Le 24 janvier prochain, il y a une grève nationale des profs. Et Xavier Darcos veut instaurer un service minimum, mais il veut que ce soit les municipalités qui prennent en charge les enfants, qui les gardent. Évidemment, ça fait pas un triomphe partout. Et puis, les OGM controversés au niveau politique, on l'a vu, remise en cause. Eh bien, Denis Cleglu viendra nous expliquer scientifiquement ce qui cloche avec les OGM. Ensuite, on abordera une deuxième partie qui sera littéraire et livresque, on va dire. Plusieurs livres sortent actuellement sur le couple Cécilia et Nicolas Sarkozy. Et nous, on recevra Michael Darmon, auteur de Rupture, co-auteur même de Rupture, avec notamment la description de la libération des infirmières bulgares et beaucoup d'informations sur ce thème. Littérature toujours, Jean-Pierre Elkabbach recevra ensuite Olivier Mongin, directeur de la revue Esprit, co-auteur avec Georges Vigarello de Sarkozy, corps et âme d'un président. Et on terminera ensuite par l'actualité encore, jusqu'à la fin, avec Fabrice Deloye, l'ex-mari d'Ingrid Betancourt, qui réagira bien sûr à la libération des deux otages ce soir, des FARC, notamment Clara Rojas. Voilà pour l'ensemble de la soirée, et Saveria Rojek est déjà là-bas, prête à vous accueillir pour le journal. Bonne soirée. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Clara Rojas et Consuelo González sont libres ce soir après 6 ans de captivité. Les deux otages des FARC ont atterri au Venezuela et sont en route actuellement pour l'aéroport de Caracas où les attendent leurs proches. L'opération avait débuté un peu plus tôt dans la journée après qu'Hugo Chavez ait reçu hier soir les coordonnées du lieu où étaient détenues les deux jeunes femmes. Je rappelle que Clara Rojas est la plus proche collaboratrice d'Ingrid Betancourt. On écoute Hugo Chavez. Clairement ému au téléphone, notre ministre de l'Intérieur m'a dit « En ce moment, nous sommes en train de recevoir Clara et Consuelo des mains d'un commando des forces armées révolutionnaires de Colombie. » J'ai salué le chef de la patrouille des FARC. J'ai salué Clara et Consuelo, qui étaient émus. Le ministre dit qu'elles sont en bonne santé et qu'elles sont transportées en ce moment dans nos hélicoptères avec la Croix-Rouge du point de rencontre dans la jungle directement vers le Venezuela. Nicolas Sarkozy se réjouit profondément de la libération des deux otages. Cela prouve que les choses bougent, a déclaré le président. La famille d'Ingrid Betancourt demande au président vénézuélien Hugo Chavez de poursuivre sa médiation. À Paris, les proches de la franco-colombienne Ingrid Betancourt se remettent à espérer. Pour les autres otages, ça veut dire que enfin il y a une volonté internationale qui se construit, qui se met en place, qui travaille en bonne intelligence. Et quand même, quand on regarde le résultat de cette réconciliation entre Chavez et Uribe, on se dit qu'ils peuvent avoir ensemble une efficacité redoutable et qu'ils doivent maintenant mettre au service avec le président Nicolas Sarkozy du reste des otages dont fait partie Ingrid Betancourt. Et on vient d'apprendre à l'instant que les deux otages, Clara Rojas et Consuelo González, ont atterri à l'aéroport de Caracas. Faut-il relancer l'immigration en France? Selon le Figaro, la commission Attali recommanderait la délivrance de visas aux étrangers pour doper l'économie française. Une mesure qui ne serait pas en contradiction avec la politique de quotas prônée par Nicolas Sarkozy. C'est ce qu'a affirmé sur notre antenne Brice Hortefeux, le ministre de l'immigration, à Pierre-Henri Gergonne. La remarque porte sur la nécessité de l'immigration économique. Ça s'inscrit totalement dans la lettre de mission que m'ont adressée le président de la République et le Premier ministre, qui vise à rééquilibrer d'ici à 2012 progressivement l'immigration économique et l'immigration familiale. Aujourd'hui, l'immigration familiale, au titre du regroupement familial, c'est de l'ordre de 60-70%, et l'immigration économique, c'est simplement de 7%. Et donc, il faut qu'on arrive entre ces deux situations, immigration économique, immigration au titre du regroupement familial, à une situation de 50-50. C'est la mission qui m'a été confiée, donc ça s'inscrit dans le prolongement de ce qui est déjà souhaité.
Jean-Marie Le Pen, le président du Front National, demande lui au président de la République de dissoudre la commission Attali. Faire du Parti Socialiste un contre-pouvoir face au président Moijeux. François Hollande s'est voulu très offensif ce matin lors de ses vœux à la presse. Il a assuré que le chef de l'État voulait bel et bien la fin de la durée légale du travail. Et il a fixé les objectifs du parti pour 2008. Flora Sauvage. C'est un premier secrétaire affaibli qui a adressé ses derniers vœux à la presse ce matin au siège du Parti Socialiste. Face à Nicolas Sarkozy, François Hollande manque pour certains socialistes d'autorité et de charisme pour assurer le rôle de contre-président et il mise tout sur la prochaine échéance électorale. Je veux en 2008 faire du Parti Socialiste un contre-pouvoir. Le Parti Socialiste doit être le premier parti de France à l'occasion des élections municipales et cantonales en termes de suffrage comme en termes de collectivité dont nous aurions, si les électeurs nous donnent leur confiance, la responsabilité. Pas sûr qu'une victoire le 16 mars permettra au PS de faire entendre sa voix tant qu'il n'aura pas réglé son problème de leadership. Le principal lieutenant de François Hollande veut pourtant y croire. On ne peut redevenir le premier parti d'opposition ou même être reconnu comme le grand parti de l'opposition qu'après de nouvelles élections. Ça, on le sait. La légitimité, c'est les Français qui la donnent. En attendant une éventuelle victoire au municipal, le premier secrétaire du Parti Socialiste dénonce la manière de gouverner de Nicolas Sarkozy en faisant référence à la formule de Louis XIV, « l'État, c'est moi ». C'est, si je puis dire, le président Moijeux. L'État, c'est Moijeux. C'est Moijeux par rapport aux institutions. Dérive ultime de la Ve République. Il convoque le Parlement hier, comme s'il en avait le droit. Il voudrait même changer la Constitution pour s'inviter en permanence à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce serait plus commode. Pour les socialistes, en tout cas, l'enjeu des municipales est de taille. Un congrès du PS doit avoir lieu après ces élections pour constituer une véritable opposition. Le chef de l'État pourrait renoncer à venir s'exprimer devant le Parlement s'il a la certitude que le reste de la réforme des institutions sera voté. C'est ce qu'a affirmé Roger Carucci, le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Nicolas Sarkozy l'a annoncé hier, il souhaite qu'un tiers des profits des entreprises reviennent aux salariés. Une mesure destinée à relancer le pouvoir d'achat des Français. La loi sur le pouvoir d'achat sera présentée justement le 23 janvier au Sénat. Patrick Sauce. Premier volet important du projet de loi, un déblocage exceptionnel de la participation dans les entreprises. Nicolas Sarkozy voudrait qu'un tiers des profits de chaque société soit réservé aux salariés. Pour l'instant, le texte parle d'un maximum de 10 000 € par personne. Mais du côté des banques, on reste sceptique. Non seulement il ne s'agit que d'un plafond, mais en plus, toutes les entreprises ne disposent pas de fonds extensibles. Tout dépendra des montants que les entreprises dans lesquelles les salariés travaillent, des montants qui ont été distribués. Donc 10 000 € c'est un maximum, il est peut-être possible que certains aient 10 000 €, d'autres moins. En tout cas c'est le montant maximum. Si le salarié a 3 000 € d'épargne salariale indisponible, c'est bien 3 000 € simplement qu'il pourra désinvestir. L'autre aspect important du texte, le logement. Pour l'instant, l'indice de référence des loyers n'est composé qu'à 60% de l'indice des prix à la consommation, le reste tenant compte du prix de la construction et de l'entretien. Si le projet de loi est adopté, seule l'inflation servira de référence pour un gain annoncé sur le pouvoir d'achat, sauf que l'inflation est à la hausse. Au profit de qui? Au profit du locataire. Et ensuite, il faut vérifier sur le quantum si véritablement c'est un gros gain. Quand on fait des simulations sur un loyer moyen entre 550 et 600 € et qu'on applique justement cette baisse d'augmentation de l'indice, on se retrouve avec des sommes quand même très limitées de l'ordre de 5 € mensuels. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat doit être examiné par le Sénat du 23 au 25 janvier. Adoption définitive prévue début février. Les heures supplémentaires à l'hôpital pourraient être payées en mars ou en avril, c'est ce qu'a affirmé Roselyne Bachelot. La ministre de la Santé négocie depuis lundi avec les syndicats de praticiens hospitaliers. 14 membres de la Haute Autorité sur les OGM contestent les doutes sérieux évoqués hier sur le seul maïs transgénique cultivé en France. Les scientifiques se disent gênés par le décalage entre ce qu'ils ont rédigé et sa transcription. Nicolas Sarkozy prendra une décision dans les tout prochains jours sur l'activation de la clause de sauvegarde, clause qui permettrait d'interdire le seul OGM cultivé en France. Puis nous y reviendrons dans un instant avec votre invité Dominique Leglu. Ah oui, il y a beaucoup d'invités ce soir. J'en profite pour vous dire que Wall Street finit en hausse, et notamment le Nasdaq à 0,56 sur le New York Stock Exchange. Mais dans un instant, je vais recevoir Jean-Louis Gombaud, Denis Jambard, qui vont venir me parler d'économie et de politique. Dominique Leglu, effectivement,
effectivement, elle nous dira les OGM exactement quel est le problème, mais scientifiquement, ce sera de la pédagogie. On parlera de l'école, on parlera des livres sur Cécilia et Nicolas Sarkozy qui sortent en ce moment. Et puis on terminera avec l'ex-mari d'Ingrid Betancourt, Fabrice Deloye, qui réagira justement à la Libération dont on vient de parler. Voilà, excellente soirée. On commence avec l'économie et la politique. Voilà, Denis et Jean-Louis, bonsoir. On va pas parler de la même chose avec chacun d'entre vous. On va commencer par l'économie avec Jean-Louis Gombault et notamment de ce contrat de travail. Les patronats et syndicats avaient et ont jusqu'à demain pour se mettre d'accord. C'est pas très bien parti puisque les négociations se sont arrêtées tout à l'heure. Est-ce qu'elles vont reprendre et est-ce qu'il reste encore une chance que tout soit bouclé demain? Alors elles vont reprendre justement demain matin. Normalement, le dernier délai, c'était demain matin. Le deadline. Le deadline, c'était demain matin, effectivement. Alors, pour l'instant, on ne va pas visiblement vers un accord. Alors, rappelons les points de clivage. D'abord, ça s'appelle les négociations pour la modernisation du marché du travail. Ça porte essentiellement sur le contrat de travail. Premier problème, pourquoi se rompt un contrat de travail? Le patronat a proposé simplement qu'il y ait une sorte de rupture à l'amiable entre le salarié et son patron. Les syndicats sont pas contre une espèce de rupture à l'amiable, évidemment avec un chèque à la clé, afin qu'on se quitte à peu près bons amis, mais ils demandent à ce qu'il y ait un aval extérieur, normalement un aval du juge. Alors le patron ne veut pas du tout entendre parler de ça, parce que justement ce qu'ils veulent éviter, c'est toujours cette course de se justifier au prud'homme, où ils estiment qu'ils ont en fait compte jamais rien à gagner et tout à perdre, alors que le salarié va facilement parce qu'il a toujours quelque chose à gagner et systématiquement rien à perdre. Donc là-dessus, on n'avance pas. Ensuite, il y a le type de contrat, ce qu'ils appellent des contrats, ce que le MEDEF appelle un contrat de mission. C'est-à-dire, on embauche quelqu'un pour une mission précise. Les syndicats sont pas d'accord, ils disent non, en fin de compte, votre système, ça vise à généraliser le CDD. Et qui va décider qu'il y a une fin de mission ou pas une fin de mission? Et puis, il y a d'autres sujets de clivage, notamment la période d'essai que le patronat veut rallonger. Il y a aussi même le portage des droits sociaux quand le contrat de travail est rompu. Bref, si on additionne l'ensemble des sujets en discussion, je vois pas tellement comment on va arriver à un accord, en tout cas global, pour demain matin. Si ça échoue, il y a deux cas de figure. Hein. Ça échoue ou ça réussit. Si ça échoue, c'est le gouvernement qui s'en occupe. Si ça réussit, il se passe quoi? Alors, si ça réussit, c'est le gouvernement qui va s'en occuper aussi, parce que on va transmettre le dossier au gouvernement, qui va, à partir de la synthèse, rédiger un projet de loi, et ensuite, on votera une loi sur la modernisation du marché du travail. Si ça échoue, qui est quand même l'hypothèse la plus probable, pour l'instant, en tous les cas, alors là, ça complique tout. Parce que le gouvernement l'avait dit, si vous ne mettez pas d'accord entre vous, moi, je me charge de vous mettre tous d'accord. Il reprend donc le dossier. Mais comment est-ce qu'il va trouver un modus vivendi entre les deux thèses que n'auraient pas trouvé les partenaires sociaux entre eux? À ce moment-là, il va rédiger son texte et automatiquement, on va lui dire mais votre texte penche d'un côté ou penche de l'autre. Donc on va le juger comme partisan à partir d'une négociation qui aura échoué. Et donc, à partir de là, il va se trouver lui-même en difficulté. Et ce qui peut permettre de croire qu'on pourrait peut-être arriver à un accord, c'est le fait que les syndicats se disent, si on n'aboutit à rien dans cette négociation, vu la majorité actuelle politique est plutôt libérale, on risque de tout perdre si on bascule directement par la voie gouvernementale et parlementaire. Alors, si ce principe échoue, il va devenir quoi? C'est le problème, parce que c'est une grande idée Sarkozy-Fillon. Bon, c'est déjà inscrit dans la loi. Il faut que les partenaires sociaux discutent entre eux avant de faire des lois sociales. Bon. Mais là, l'idée, c'était quand même que les partenaires sociaux se mettent d'accord et puis que le gouvernement assure un peu la logistique, si vous voulez. Or, première expérience, premier échec. Donc ça serait quand même, ça démarre mal. Il y a une seconde expérience qui se dessine, c'est celle sur les 35 heures. D'ici au 31 mars, les syndicats et le MEDEF doivent se mettre d'accord sur comment, disons, légiférer sur la question de la durée du travail. Si cette affaire-là, sur la modernisation du marché du travail échoue, ça sera difficile de faire réussir une négociation sur les 35 heures. Donc c'est toute une stratégie d'élaboration du droit social écrite en premier lieu par les partenaires sociaux qui risquent de se trouver en difficulté et du fait compte bloqués. Bon, en tout cas, réponse, premiers éléments de réponse demain matin. On va passer à la politique maintenant avec Denis.
Alors on approche des élections municipales, c'est dans moins de 3 mois maintenant. C'est l'occasion pour le PS de revenir un petit peu au premier plan et qui sait de renouer avec la victoire. Et on sent quand même une certaine fébrilité en ce moment. C'est un petit peu une guerre d'opposition. Il y a tous les ténors potentiels qui essayent d'être les mieux placés. On sait qu'en objectif, il y a la prise du PS et éventuellement 2012, pourquoi pas être le candidat. Et Denis, il y a quand même du monde sur la ligne de départ, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Parti socialiste, ça ressemble un peu au cours de la bourse de New York aujourd'hui. Ça monte et ça descend sans arrêt entre les New York Stock Exchange. Ça monte et ça descend sans arrêt entre tous les favoris. Et 2 favoris, principalement, Ségolène Royal naturellement et Bertrand Delanoë. Chacun avance ses pions en fonction de sa propre position de départ. Ségolène Royal, au fond, elle a un capital assez important qu'elle essaie de faire fructifier en rappelant sans cesse que, malgré tout, elle est arrivée au second tour de l'élection présidentielle. Et surtout, elle a fait un acte majeur et qui semble d'ailleurs, en fait, préparé de longue date. Elle a candidaté pour la direction du Parti socialiste, parce que je crois qu'elle a parfaitement compris, et en ça elle est vraiment la fille de François Mitterrand, entre guillemets bien sûr, elle a parfaitement compris qu'on ne pouvait pas accéder au pouvoir, à l'élection présidentielle, au poste suprême, sans contrôler un grand parti politique. Ouais, Mitterrand a montré le chemin. Sarkozy aussi, Chirac aussi, c'est toujours comme ça. Oui, ça c'est la nouvelle grande leçon, mais classique de la dernière élection. Et en plus, ça se passe bien pour elle dans les sondages. Alors, il semble que dans le prochain sondage Sofres, elle progresse de 7 points. Donc, Ségolène Royal is back, disons. Et par ailleurs, on a un Bertrand Delanoë qui, lui, ne va déclencher vraiment son opération qu'après les élections municipales. Il faut d'abord qu'il gagne ou regagne la ville de Paris, gagne une seconde fois en tout cas, ou une deuxième fois, je ne sais pas s'il y en aura une troisième. Et à partir de la victoire qu'il espère construire dans la capitale, ensuite partir à l'assaut du Parti socialiste. Donc, si vous voulez, il y a 2 temps dans cette course engagée entre les 2 grands favoris. Ségolène Royal, parce qu'elle n'a pas le poids d'une campagne sur le dos, part tout de suite, et elle va jouer au fond la même stratégie d'une certaine manière que Nicolas Sarkozy. Sarkozy, ça n'a pas été un lièvre, ça a été la tortue. Ça fait très longtemps dans les esprits qu'elle est. Voilà. Et Delanoë, lui, va devoir jouer un peu plus la stratégie du lièvre, c'est-à-dire accès à l'intérieur du Parti socialiste. Alors là, il y a les 2 grands favoris. Est-ce qu'il y a des outsiders qui pourraient prendre le virage en avant? Eh bien, il y a un Pierre Moscovici qui a laissé entendre qu'il pourrait être candidat. On voit bien qu'il y a des mouvements qui s'organisent, Montebourg en ce moment aussi. Voilà, Montebourg, des courants qui essaient de se rassembler, parce que une victoire de Delanoë, c'est une victoire, disons, du courant jospiniste. Une victoire de Ségolène Royal, c'est une défaite des jospinistes, c'est une défaite de la partie la plus à gauche du parti, c'est une défaite de Fabius. C'est une défaite aussi éventuellement des Strauss-Kahniens, ou en tout cas un éclatement du camp strauss-kahnien. Donc, il y a aujourd'hui des tentatives de rapprochement pour essayer d'offrir une troisième solution qui serait l'homme qui essaie de reconstruire le discours du Parti socialiste. Mais à partir du moment où il aurait réussi cette espèce de pape de transition, il pourrait lui-même devenir candidat à l'élection présidentielle. Donc c'est absolument impossible, à mon avis, pour Ségolène Royal et pour Bertrand Delanoë de laisser courir un troisième homme. Cette place est définitivement stratégique pour l'avenir. Alors vous parlez de Bertrand Delanoë, il y a un jeu qui est assez interpellant, on va dire, assez étrange entre Nicolas Sarkozy et Bertrand Delanoë. On l'a vu lors de son investiture en tant que président de la République, il était vraiment, on le sentait très proche de Bertrand Delanoë, et on a l'impression que ça se passe bien, qu'ils font bon ménage. Oui, mais moi je suis convaincu d'ailleurs qu'on a fait une erreur d'interprétation sur la dernière conférence de presse du chef de l'État. Vous savez, il a dit « Je prends en charge l'avenir du Grand Paris, Paris doit redevenir la capitale lumière, etc. etc. » Certains ont décodé cette intervention comme une attaque, une entrée en campagne municipale contre Bertrand Delanoë. Mais c'est une manière de le mettre en valeur. Et moi, je rejoins ce que vous dites, c'est-à-dire que je pense que Nicolas Sarkozy s'est choisi comme adversaire au cas où il se représentait en 2012
2012, Bertrand Delanoë. Parce qu'en effet, Ségolène Royal, elle, sera beaucoup mieux préparée à une campagne présidentielle. Elle aura perdu une fois, voilà, elle a perdu une fois, elle a l'expérience, elle aura vécu une épreuve, etc. Et il vaut mieux un candidat qui n'a pas vécu ça, qui n'a pas subi un premier échec, disons qu'il n'y a pas le cuir encore assez épais, le cuir élyséen. Je ne veux pas dire que Bertrand Delanoë n'a pas le cuir assez épais, mais c'est vrai que c'est une expérience très particulière et il vaut mieux un candidat qui n'a jamais été dans cette compétition-là. Très bien, merci beaucoup messieurs. On va parler un petit peu de social maintenant avec le service minimum à l'école. C'est un dossier assez sensible qui va sortir le 24 janvier prochain, date à laquelle est programmée une grève nationale dans l'enseignement. Et Xavier Darcos, le ministre de l'Éducation, veut en profiter pour tester une forme de service minimum qui consistera à faire garder les enfants du primaire et même des maternelles par des services des mairies, dans les centres d'accueil, dans les centres de loisirs. Alors, comme on pouvait l'imaginer, eh bien cette idée ne fait pas un triomphe, notamment chez les maires de l'opposition. On va d'ailleurs peut-être pouvoir s'en rendre compte. Bonsoir messieurs. Philippe Juvin. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national de l'UMP chargé des solidarités et maire de la Garenne-Colombes. Et Éric Ferrand, adjoint MRC au maire de Paris, chargé de la vie scolaire. D'ailleurs, je parlais de l'opposition, Philippe Juvin, mais même dans les rangs de l'UMP, tout le monde n'est pas unanime sur cette idée. J'en veux pour preuve Jacques Pélissard, le président des maires de France, qui dit bon bah finalement c'est quand même à l'éducation nationale de régler ces problèmes de service minimum. Non, Pélissard a dit que les maires étaient libres de décider ce qu'ils choisissaient de faire. Ça, il a dit. Bon, c'est pas la première fois que M. Pélissard se distingue par ses propos de toute façon. Non, moi je vais vous dire, je suis un maire d'une ville de banlieue. Et la grève des enseignants est évidemment tout à fait légitime. Ils ont des revendications, mais c'est pas pour ça qu'il faut mettre dans la grande difficulté les parents. Et dans les villes de banlieue, les parents, quand ils peuvent pas faire garder les enfants, ils perdent des journées de travail, ils peuvent pas aller travailler, ils perdent de l'argent et on peut pas les laisser comme ça. Donc concrètement, à la Garenne-Colombes, ça va se passer comment? Je vais vous dire, c'est simple. Lors de la grève générale qui a eu lieu il y a quelques semaines, dans les transports et dans l'éducation nationale, à la Garenne-Colombes, j'ai organisé un système d'autocar pour emmener les parents à Paris, et un système où j'accueillais tous les jours, dans toutes les écoles de la Garenne, enfin le jour de la grève, dans toutes les écoles de la Garenne, les enfants. Donc vous êtes franchement pour cette idée? Évidemment, c'est Éric bon Ferrand, sens. je pense, est franchement contre. Franchement contre cette idée et qui choque profondément mon sens républicain. D'abord, moi je suis attaché au droit de grève. Républicain. Je ne sais pas ce que tu viens d'entendre, pas à mon sens. Mais je ne remets pas en cause le droit de grève. Le droit de grève est un droit constitutionnel. Oui. Et plutôt que de s'attaquer aux effets, on devrait bien s'interroger sur les causes. Ce qu'il conviendrait de faire, c'est plutôt d'éviter la grève plutôt que de travailler sur ses effets. Une grève dans les écoles, c'est une galère pour tout le monde. Mais c'est d'abord une galère pour ceux qui l'observent. Regardez quand même dans l'éducation nationale, les attaques continuelles depuis le mois de juin contre les enseignants, contre l'école, mais bien avant le mois de juin. D'ailleurs, je vais vous donner quelques chiffres. Moins 60 000 adultes dans les établissements scolaires depuis 4 ans. C'est-à-dire suppression pure et simple de 60 000 postes. Tous métiers confondus. Enseignants, assistants sociaux, etc. Et puis, pour la rentrée 2008, moins 11 200 postes. Que M. Darcos revienne sur ses funestes projets et il n'y aura pas de grève et il n'y aura pas de problème de service minimum. Puis le service minimum, c'est ce qu'on nous promet, moins d'heures d'enseignement, moins d'enseignants, affaiblissement de l'école, voilà le vrai service minimum de M. Sarkozy. Plus de sport. Non, mais vous confondez tout. Le vrai débat aujourd'hui, c'est quoi? C'est de savoir si quand j'emmène mes enfants à l'école, ils seront gardés ou pas et si je peux aller travailler. La réponse, elle doit être oui. Mais les Français ne peuvent pas être empêchés d'aller travailler. C'est ça la vraie question qui est posée aujourd'hui dans le débat. On est bien d'accord. Mais qui va garder les enfants? Qui va garder les enfants? Alors maintenant, mais d'abord, qui garde les enfants? C'est pas la bonne question. C'est comment faire pour éviter la grève. Comment ça, c'est pas la bonne question? Vous avez des enfants. Tous les parents devront résoudre. Mais c'est normal. Mais quand il y a une grève des transports, quand il y a une grève de la poste, mais le sujet n'est pas là. C'est normal ou pas normal? D'accord, c'est normal, effectivement, la grève. Mais la réalité, c'est quand même qui va garder les enfants? Mais la réalité, c'est que c'est un problème. Mais ça n'est pas le sujet. Les parents sont tous des citoyens.
Le problème, il est qu'il faut éviter cette grève. Évidemment que c'est une galère pour les parents. Bien entendu, comme c'est une galère pour tous les citoyens quand il y a une grève des transports, quand il y a une grève de la poste. Interrogeons-nous donc sur les causes. Alors, l'autre problème qui est posé dans ce projet... L'originalité de ce service minimum. Parce que le service minimum, c'était dans le programme de Nicolas Sarkozy qui a été élu. Mais c'est vrai que ça, c'est une originalité que on n'avait pas décelée. C'est de pouvoir mettre des fonctionnaires, souvent ce sont des fonctionnaires, qui vont faire le travail d'autres fonctionnaires. Mais ce n'est pas une originalité. C'est pas une originalité, c'est du libéralisme pur et simple. Depuis très longtemps par des tas de villes, mais les villes portaient, la preuve, la Garenne, moi je le fais depuis toujours, mais les villes portaient financièrement ce poids. Et donc il y avait une double inégalité. C'est-à-dire que les parents, ou bien ils étaient sanctionnés parce qu'ils ne pouvaient pas aller travailler parce que les enfants n'étaient pas gardés, ou bien ils habitaient dans des communes qui elles-mêmes payaient, avec l'argent des parents qui ne pouvaient pas aller travailler, les fameux animateurs. Que fait l'État? L'État dit c'est simple, on ne paye pas les grévistes, c'est une grande nouveauté, on ne paye pas les grévistes, et avec l'argent économisé des grévistes, eh bien on paye les communes. Et écoutez, Nicolas Sarkozy a été élu sur un programme très simple, de service minimum. Le service minimum, il s'adapte aussi aux contingences quotidiennes des parents d'élèves. Est-ce que vous avez des enfants? Attendez, pardonnez-moi. Moi je vais vous dire, j'en ai 3, et je suis bien content. Mais c'est pas le sujet. Sur l'intervention des collectivités locales. Alors d'abord, le programme de Sarkozy, service minimum, il ne s'appliquait pas dans son programme, que je sache, à l'éducation nationale. Et je rappelle que l'école n'est pas un service public comme les autres, c'est une institution. Ça, c'est le premier point. Mais derrière cette mesure, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la tentative de transférer un certain nombre de compétences de l'État vers les collectivités locales. Alors il a de la chance, il tombe sur des maires qui prennent ça à bras le corps, et puis allez hop, je prends toutes les compétences. Et puis il tombe sur des gens comme nous, qui font passer la République avant toute chose. Je rappelle que le temps scolaire est un temps qui relève de l'État, que l'État règle ses propres turpitudes et qui ne les règle pas sur le dos des collectivités locales. Et puis quand même, c'est très cynique comme proposition. Allez prendre l'argent du traitement qui ne sera pas versé aux fonctionnaires qui font la grève pour le donner à d'autres agents, fonctionnaires aussi, pour casser ces grèves. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce qu'on veut faire, ce qu'il veut faire, je vais vous le dire ce qu'il veut faire, c'est faire passer inaperçu la grève. On ne casse pas de grève. Bien sûr que c'est du cassage de grève. Il n'y a pas de cours. Il y aurait cassage de grève si on faisait des cours. Mais on ne fait que garder les enfants. Mais l'école n'est pas une garderie, cher monsieur. Non, mais maintenant, j'aimerais que vous m'expliquiez. C'est-à-dire, on remplace pas le travail et la mission des professeurs. Expliquez-moi comment vont faire les Parisiens le jour de grève avec leurs enfants. Dites-moi, ça m'intéresse. Dites-moi, comment ils vont faire? Je vous signale que le 24 janvier, grève nationale de la fonction publique. Donc l'école sera en grève, ça ne sera pas la première fois. Comment vont-ils faire? En tout cas, à Paris, il n'y aura pas de garde dans les centres de loisirs et dans les centres d'accueil. Il n'y aura pas de garde, il n'y a pas de garde pendant le temps scolaire. Ils se débrouilleront, ils n'iront pas travailler. Les parents seront appelés à prendre leur travail. Seront appelés à prendre leurs dispositions. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux s'associeront au mouvement de mécontentement des enseignants. Et c'est au ministre de l'Éducation nationale qu'il faut s'en prendre parce que c'est lui qui est à l'origine de la grève. Éric Ferrand, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que les professeurs doivent annoncer un jour ou 2 jours avant s'ils font grève ou non pour que les parents... C'est un minimum. Oui. C'est un minimum. Oui. Je suis d'accord là-dessus, ce qui permet aux parents de prendre leur disposition. Parce que vous croyez qu'aujourd'hui, dans le marché du travail aussi difficile, on peut dire à son employeur, la veille ou l'avant-veille, ah bah je vais pas être là. Non mais attendez, vous vivez sur quelle planète? On se déclare gréviste, moi ça ne me choque pas. Non, les parents sont pas grévistes, ils déclarent à l'employeur, mais les parents, je serai pas là dans 2 jours. Mais chers collègues, les parents, ça se passe pas comme ça. Les parents sont aussi des citoyens, les parents ont aussi un emploi, les parents peuvent se mettre dans leur propre corporation en grève lorsqu'ils sont mécontents après leur patron ou après l'État, etc. Mais pas du tout. Je dis simplement que ce droit doit être respecté. Le droit est respecté. Et il faut respecter aussi ceux qui... on comprend qu'effectivement, vous pensez qu'il faut régler le problème en amont, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas grève. Mais à partir du moment où il y a grève, qu'est-ce que vont faire les parents? Ils doivent poser des jours de congé pour ceux qui sont dans des mairies, comme Paris par exemple, où il n'y aura pas d'accueil. Ils feront ce qu'ils ont toujours fait à Paris comme ailleurs lorsqu'il y a des grèves de l'éducation nationale dans l'école, c'est-à-dire qu'ils seront appelés à prendre leurs dispositions. Je précise qu'évidemment, ça n'est pas facile pour tout le monde. Alors stigmatiser ceux qui font la grève, les enseignants qui sont par ailleurs victimes des coups de butoir de la politique de Sarkozy et de M. Darcos, c'est franchement un peu gros. Alors vous venez sur le terrain politique. Est-ce que justement, parce que c'est une question quand même qu'on peut se poser, moins de 3 mois maintenant des élections municipales, est-ce que les parents qui vont se retrouver dans des mairies socialistes ou qui ne pratiqueront pas justement ces accueils, est-ce que c'est pas un pavé dans la mare de ces mairies et un argument électoral?
Ça va faire des mécontents, forcément. Évidemment, ça va faire des mécontents, mais attendez. Nul n'empêche une mairie, qu'elle soit socialiste ou de droite, c'est pas un problème de droite ou de gauche, c'est de savoir le service qu'on veut rendre à ses concitoyens quand on est maire. Moi, je suis maire d'une petite ville, Paris, grande ville, la Garenne-Colombes, 25 000 habitants, ça n'a rien à voir. Mais j'ai 8 écoles. Dans les 8 écoles, j'ai des gens qui travaillent tous les jours, qui déposent leurs enfants, qui comptent sur l'éducation nationale et qui risquent de perdre leur travail, et en tout cas leur journée de travail, s'ils ne vont pas travailler. Donc moi, ma responsabilité d'élu local de proximité, c'est de leur dire, mais je suis là pour vous aider, je suis là pour vous donner un coup de main. Je serai un maire de droite, un maire de gauche, c'est pareil. À quelques mois des élections. C'est pareil. Mais non, je l'ai toujours fait. C'est pareil. C'est pareil. Comment voulez-vous que je dise aux familles, je vais vous aider et débrouillez-vous, parce que c'est ce qui va se passer à Paris. Moi, je suis désolé. Le rôle du maire, c'est un rôle de proximité. On voit bien d'ailleurs dans votre question même et dans votre réponse qu'il y a sous-jacent un calcul du ministre qui annonce ça, évidemment, quelques mois avant les élections, se disant les maires n'oseront pas affirmer une position de principe républicaine comme je le fais, de peur de se mettre des parents à dos. Alors que le sujet, évidemment, n'est pas là. C'est un calcul politique. Si, il veut faire ce calcul politique. C'est fait depuis longtemps, simplement. Pour masquer sa politique. Aujourd'hui, on va nous rembourser, c'est tout la différence. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de remboursement? Il y a eu des grèves dans l'éducation nationale quand le ministre était socialiste. C'est aussi arrivé. Il y a toujours eu des grèves dans l'éducation nationale. On faisait la même chose. D'ailleurs que lorsqu'il y a grève, il y a retenu des traitements. Xavier Darcos a réussi à trouver au moins un socialiste qui, lui, trouvait que c'était une bonne idée. Apparemment, c'est à Lyon, c'est Gérard Collomb qui dit, apparemment, oui, moi, je veux bien essayer parce que ça m'a l'air pas mal. Non, mais c'est Monsieur Darcos qui a parlé pour Monsieur. Ah oui, non, mais je le précise. Monsieur Darcos. Pourquoi vous avez des infos? Monsieur Darcos a parlé au nom de Gérard Collomb. C'est extraordinaire. Lequel a dit, je n'ai pas parlé à Monsieur Darcos de cette affaire-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il a peut-être changé d'avis entre-temps, non? Écoutez, moi, je n'ai fait que, j'ai lu les déclarations de Monsieur. Donc il y en a un des deux qui ment, quoi. Ah ben, c'est Monsieur Darcos, manifestement. Écoutez, je serais très étonné quand même qu'il n'y ait pas un maire socialiste qui se dise, je vais donner un coup de main à ses concitoyens. C'est tout. Parce que les maires, ce sont des maires de proximité. Vous êtes dans une grande ville. Excusez-moi, mais vous êtes dans une grande ville. Vous n'avez pas la proximité que nous avons, nous, les maires des villes moyennes. Moi, je connais quasiment toute la population, c'est comme ça. Le métier de maire de proximité fait qu'on connaît tous les gens et on connaît leurs difficultés et leurs difficultés quotidiennes. Donc moi, quand ils viennent me dire comment je fais, monsieur le maire, et que j'ai une possibilité de les aider, je les aide. C'est aussi simple que ça. Et je vais vous dire, le gouvernement serait de droite, de gauche, je ferais pareil. C'est pas le problème. C'est pas un problème de droite, c'est pas un problème de gauche, c'est un problème de respecter la liberté de grève des enseignants, mais aussi la liberté de vie des familles. Vous ne respectez pas la liberté de grève à partir du moment où vous mettez en place des procédures de substitution qui évidemment permettent de masquer. Là, ça empêche pas ça empêche pas les professeurs de faire grève de toute façon. Mais absolument. Oui, mais une grève est un mouvement. Peut-être, mais en tout cas ça. Une grève est un mouvement d'expression et qui est fait évidemment pour perturber la situation. C'est intéressant. Mais c'est bien ça. Mais bien entendu, c'est ça une grève. C'est une cessation du travail. Et pour que ça se voit. Alors moi je vais vous dire, à Paris, nous avons 660 écoles, 110 collèges, Paris, ville et département. Moi je visite 4 fois par semaine des établissements scolaires. Je connais tous les directeurs d'école, les principaux, les proviseurs. Je rencontre toute ma journée. Les parents d'élèves. Des parents d'élèves. Qui sont contents de ne pas pouvoir déposer leur enfant le jour de Noël. Qui viennent, il y a des débats, il y a concertation. D'ailleurs, sur ce point, je le précise, il n'y a eu aucune concertation entre le ministre de l'Éducation nationale et les collectivités. La collectivité la plus importante de France, Paris. En même temps, c'est un test. C'est-à-dire que c'est pas pour l'instant généralisé. On va voir ce que ça donne le 24 janvier. Il y a des communes qui font ça depuis des années, comme la mienne, qui payaient d'elles-mêmes cette garderie, parce que c'est une garderie en réalité, et l'État va les rembourser. Je vais vous dire, je suis heureux que l'État me donne de l'argent. Pourquoi je dirais non? Je le fais de toute façon. Alors, mais c'est pas l'État qui donne de l'argent. L'argent, c'est celui qui ne sera pas versé sur le traitement des fonctionnaires pour leur journée de grève et qui sera versé pour d'autres fonctionnaires qui viendront, je le répète, casser la grève. Je trouve que ce système est absolument inique. Est-ce que la vraie raison, c'est que vous pensez que ça atténue le poids de la grève, parce que quand on fait grève, c'est quand même pour peser sur des décisions, et d'un seul coup, là, effectivement. C'est l'un des objectifs. C'est atténuer
le poids de la grève, c'est stigmatiser une catégorie de citoyens, c'est jeter des Français les uns contre les autres, et c'est toujours la même chose. Lorsqu'il y a une grève des transports, lorsqu'il y a une grève dans les écoles, c'est toujours la même chose. C'est toujours de la faute des grévistes. On ne parle jamais des raisons de la grève. C'est des attaques contre la fonction publique. Ah bah évidemment, heureusement que je le fais, parce que c'est pas vous. En tout cas, visiblement, le débat n'est pas clos. On verra le 24 janvier comment les mairies réagissent, de droite et de gauche d'ailleurs. À Paris, on a bien compris que c'était tout vu. À Colombes, à la Garenne-Colombe, c'est pareil aussi, mais on verra comment interprètent les consignes et les directives de Xavier Darcos chez les socialistes et chez les UMP. Merci en tout cas à tous les deux. On va parler sciences maintenant. On reste dans le domaine un petit peu scolaire, les scientifiques, domaine que défend Dominique Leglu, qui va nous parler des OGM. Oui, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, mais du point de vue bien sûr scientifique. Merci. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Alors on a appris hier que le comité de préfiguration de la Haute Autorité sur les OGM évoque un doute sérieux sur l'innocuité de la semence Monsanto 810, le fameux Monsanto 810. Alors on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec vous sur le plan un peu pédagogique, scientifique, Dominique. Alors qu'est-ce qu'on fait, les fameux Américains de Monsanto, qui est un groupe énorme, un laboratoire énorme américain, pour justement que ce soit remis en cause? D'abord, ils l'ont fabriqué, et c'est un OGM qui a été autorisé en 98. Ce qu'ils ont fait, c'est prendre un maïs et lui injecter un gène, lui donnant la capacité de produire une toxine, la même toxine qu'un bacille, qui a la vertu de tuer un des insectes les plus nuisibles pour le maïs, la pyrale du maïs. Alors, vous voyez, on bidouille le génome de la plante pour le protéger. Qu'est-ce qu'on cherche à faire là? Eh bien, à produire une plante qui pousse en étant intrinsèquement résistante. C'est-à-dire, elle tue elle-même son insecte, vous n'avez plus besoin de l'arroser d'un insecticide. Et, comme elle est résistante, on attend des rendements supérieurs. De fait, les Français, il y a quand même 22 000 hectares de ce Monsanto 810, voient un rendement accru de 10% à 30%. Alors le problème qu'on peut se poser, c'est si ça tue la pyrale, ça tue pas autre chose aussi? Voilà, vous y êtes en plein, c'est exactement les premières questions qu'on s'est posées. Et là où c'est intéressant, c'est que ce comité de préfiguration de la Haute Autorité, c'est assez long, pour les OGM, a repris donc les études les plus récentes, en tout cas celles qui ont été produites depuis 98, pour comprendre. 14 études sont citées dans leur avis. Bon, alors je vais pas vous parler de toutes. Je prends juste un exemple qui a été obtenu après une étude en 2007 et 2 autres études en 2005 et qui reprend des choses qui avaient été évoquées en 2003. À savoir que cette plante, manifestement, cause des problèmes toxiques aux vers de terre, aux lombriques. Alors, vous pouvez peut-être vous dire que oui, d'accord, mais les lombriques, c'est très très important pour le sol. C'est quelque chose qui fait vivre, en quelque sorte, le sol d'une manière biochimique, voire mécanique, parce que ils creusent des tas de petits trous. Donc le biosystème, on va dire, est attaqué, quoi. Oui. Alors là, je vous cite que ça, mais il y a d'autres petits, soit insectes, soit autres organismes vivants qui ont été regardés dans ces études. En réalité, un petit ver de terre peut devenir aussi important quand on s'aperçoit qu'on veut lui faire du mal. Il y a l'autre problème, c'est la dissémination, c'est-à-dire le vent. Vous savez, vous savez bien sûr que vous savez, mais lorsque ces OGM, il y a du vent, les gènes peuvent aller sur les cultures qui sont proches, c'est ça? Alors, proches ou lointaines. Même lointaines, ça dépend du vent. Oui, ça dépend du vent, ça dépend de la pluie. Justement, c'était une des questions absolument cruciales et qui le demeure, parce que vous le savez bien, la loi, et qui devra protéger le consommateur, doit pouvoir dire, vous achetez des graines non OGM, et pas du tout d'OGM dedans. Mais si à la source, dans le champ, vous avez ce qui s'appelle une pollinisation croisée, et cela, la Haute Autorité est allée vérifier avec une étude faite en 2007, 3 autres en 2006, c'est-à-dire des choses récentes, cette étude en tout, dit, oui,
elle a lieu, cette pollinisation, et en plus, cette toxine, pour faire simple, peut aller très loin. Est-ce qu'il reste beaucoup de questions en suspens sur la toxicité? Oui, alors là, écoutez, là, je refuse de toutes vous les citer. Bien sûr qu'il en reste énormément. Déjà, on a mis longtemps à se mettre d'accord sur le fait qu'il faille étudier le problème de plus près. Oui, et justement, ce qui est intéressant, c'est que la haute autorité provisoire dit et pointe les manques. C'est-à-dire, par exemple, alors que une étude a été faite en 2007 sur des rats, un test à 90 jours, pendant 90 jours, pour vérifier si cette plante leur était toxique ou pas. L'étude, qui a d'ailleurs été validée par l'OCDE, n'est pas très concluante. Non, apparemment non. Que dit la haute autorité? Eh bien écoutez, on ne peut pas se contenter de cela. Il faudrait un test bien plus long, sur bien plus d'animaux, avec des échantillons beaucoup plus larges. Et puis il faudrait vérifier plusieurs choses comme est-ce que cette plante est cancérigène? Est-ce qu'elle pourrait produire des défaillances dans les hormones? Est-ce que ça se transmettrait de génération en génération? Vous vous doutez que ce sont des protocoles extrêmement lourds. C'est pas simple. D'accord, bon, on laisse ces scientifiques étudier ça de plus près. Merci beaucoup Dominique. On entre dans une partie de Bouge la France maintenant plus littéraire. On va parler de beaucoup de livres, et notamment de livres politiques, bien sûr. Oui, alors plusieurs livres en ce moment qui sortent, surtout sur le couple Nicolas Sarkozy et Cécilia Sarkozy. Il y en a plusieurs, je reçois Michael Darmon dans un instant. Jean-Pierre Elkabbach recevra tout à l'heure Olivier Mongin, co-auteur de Sarkozy, corps et âme d'un président. Donc beaucoup de livres, en particulier consacrés à Cécilia Sarkozy, qui sont assez controversés, notamment celui d'Anna Bitton. Cécilia, dont on ne sait pas encore si il pourra vraiment être vendu ou pas. Et Rupture de Michael Darmon et Yves Deray, que je reçois dans un instant. Cécilia, la face cachée de l'ex-première dame de Denis de Montpion et de Laurent Léger également. Voilà autant de livres. Tous ces livres sur le même sujet au même moment. Est-ce que c'est un hasard? Reportage Patrick Sauce. Elle volerait presque la vedette à son ex-mari. Révélation sur la libération des infirmières bulgares, révélation sur la psychologie de l'ex-première dame de France, révélation sur sa vie sentimentale. Cécilia Sarkozy fait aujourd'hui l'objet de plusieurs livres à peine quelques jours après l'annonce du remariage du président. C'est lié à l'actualité politique, c'est lié au début de l'année, la conférence de presse, c'est lié aussi au départ de Cécilia Sarkozy qui a abandonné le président. Donc il y a un phénomène un peu people, si vous voulez, qui fait qu'il y a des livres qui paraissent parce que les éditeurs sont comme les journalistes, ils sont à l'affût de la bonne affaire. Des journalistes comme Anna Bitton ont commencé leur enquête juste après l'élection de Nicolas Sarkozy. Des enquêtes controversées. D'ailleurs, Cécilia Sarkozy veut interdire toute publication. Cécilia Sarkozy a fermement l'intention de faire respecter maintenant sa vie privée. Voilà. Ce sera le cas avec tous les livres qui vont sortir. C'est le cas de tout et on a des instructions formelles. Pour le livre de la journaliste du Point, la décision est attendue demain matin, même si de longs extraits ont déjà été publiés dans les hebdomadaires. Voilà, et ces livres, un particulier, Rupture de Michael Darmon et Yves Deray. Bonsoir Michael. Bonsoir. Vous venez d'entendre que Cécilia Sarkozy entend maintenant préserver et s'opposer à tous les livres. Vous avez des infos sur le vôtre? Les infos que l'on a sur le nôtre, c'est que justement on n'en a pas de ce point de vue-là, et on n'a pas non plus beaucoup de crainte, je dirais, puisque nous, notre livre est un livre politique où on raconte l'histoire du couple politique, en tout cas les derniers mois, la dernière année d'un couple politique qui a depuis 20 ans au fond mis son bonheur au service d'un projet commun, présidentiel, un bonheur sincère d'ailleurs pendant longtemps, qui a été soudé par la politique, qui a été également miné par la politique et qui a failli se retrouver pendant un temps dans les premiers mois de l'Élysée, justement par l'action politique, comme on le montre à travers ce récit. Alors un récit qui commence par l'élection, enfin les scrutins, et notamment le deuxième tour, l'élection de Nicolas Sarkozy, 19 millions de voix moins une. C'est vrai qu'on l'avait déjà presque oublié. Cécilia n'a pas voté au deuxième tour. Oui, c'est le fait majeur, deuxième fait majeur à part l'élection ce jour-là, c'est que Cécilia Sarkozy, elle ne va pas voter. Elle explique d'ailleurs dans l'interview qu'elle avait donné. Il y a des jours où on n'a pas envie de se forcer. Des jours où on n'a pas envie, on n'est pas bien. Les
Français peuvent comprendre que par rapport à tout ce que je vivais, l'exposition médiatique, eh bien, je ne pouvais pas aller voter ce jour-là. Mais c'est également, compte tenu de la situation entre les deux à ce moment-là, c'est également un acte de défi et de presque de rejet à ce moment-là, puisqu'elle est reprise par ces combats internes. Est-ce que c'est la résultante de tout ce qui s'est passé avant finalement cette abstention? C'est la résultante d'un combat interne d'une femme qui revient en France auprès de son mari après s'être éloignée pendant quelque temps, parce qu'elle a décidé qu'elle ne serait pas celle qui le ferait tomber à l'élection présidentielle, parce qu'elle aime la politique, parce que c'est une femme qui vit de passions successives et de séquences, on dirait, successives. Elle sait que l'action politique qui va se passer à ce moment-là en France, c'est quelque chose qui l'attire énormément, parce qu'elle adore la politique, et donc elle décide de revenir aux côtés, loin du monde politique, mais aux côtés, au fond de son mari, pour pouvoir vivre cette période. Mais elle sait qu'elle ne veut pas s'installer à l'Élysée, elle sait qu'elle ne veut pas de cette vie-là, parce que comme elle nous l'a dit également, et elle avait donné cette interview à Yves Deray dans l'Est républicain au lendemain de son divorce, elle expliquait pour la première fois qu'elle était tombée amoureuse d'un autre homme, qu'elle était partie, mais qu'elle pensait qu'elle était partie trop vite, et qu'elle voulait revenir pour tenter de reconstruire son couple. Donc c'est toute cette imbrication entre vie politique et vie privée, vie publique et vie privée, qui est portée au point de fusion. Vous parlez de séquence de sa vie. Est-ce qu'elle est changeante? Parce que c'est vrai que dans cette période, elle n'a pas été votée au deuxième tour. On l'a aperçue vaguement en place de la Concorde le soir, mais enfin, c'était pas une exaltation passionnée. Elle est là le jour de l'investiture à l'Élysée. Et là, on se dit, tiens, bah, ça y est, on retrouve les sourires, etc. Et puis en fait, ça ne va pas très très loin dans ces 150 jours. C'est ça, passé Oui, absolument. Mais c'est effectivement cela. Il y a plusieurs Cécilia Sarkozy, je pourrais dire, c'est presque un peu un kaléidoscope. C'est-à-dire qu'à la fois, elle veut, ses propres amis le disent, elle veut la lumière, mais en même temps, elle veut pas tout le temps. Elle veut choisir quand elle va dans l'ombre. Elle sait que lorsqu'elle a une position comme celle-là, elle sera toujours sous la lumière et à ce moment-là, elle le fuit. C'est quelqu'un qui, dans toute la presse mondiale, le jour de son divorce, dit « je veux vivre dans l'ombre ». Donc, elle est quand même pétrie de contradictions. Ça, c'est même ses proches le disent sans problème. On le voit bien. Et en même temps, mais ce sont tous ces dilemmes qui la font avancer et qui un jour, et au terme d'un épisode qu'on raconte notamment en Libye, et bien un jour décide voilà finalement de partir parce qu'elle dit cette vie-là n'est pas pour moi. Après avoir tenté d'essayer, et elle avait pris cette résolution-là justement le soir du 6 mai à la Concorde en disant je vais quand même essayer. Essayons. Alors. On passe à l'épisode de la Libye parce que c'est un des moments phares du livre où il y a vraiment le scénario, selon vos informations, dans la façon dont ça s'est déroulé. Mais d'abord, avant de l'aborder, pourquoi Cécilia va en Libye? Elle va en Libye parce qu'elle propose elle-même à Claude Guéant et à Nicolas Sarkozy de se joindre à cette équipe d'émissaires qui donc doit se rendre en Libye pour obtenir, après tout le travail diplomatique qui a été fait pendant des années, obtenir finalement la libération des infirmières bulgares. Il y a eu des contacts qui ont été passés entre les responsables des services secrets libyens et Claude Guéant, où le message qui a été donné, c'est qu'un émissaire proche du président de la République serait le bienvenu. Et elle dit, mais pourquoi je n'irai pas? Et là, Nicolas Sarkozy, qui est toujours intuitif, a immédiatement le réflexe de dire, mais ça peut être une triple bonne solution. D'abord, parce que il connaît le caractère de son épouse d'alors, et qu'elle est déterminée, coriace, et qu'elle peut obtenir des résultats. Deuxièmement, ensuite une occupation à la première dame de France. D'abord, parce qu'on sait également que le colonel Kadhafi aime bien parler avec les femmes. Et troisièmement, il se dit, mais ça peut être aussi, alors qu'il connaît les affres de Cécilia Sarkozy, ça peut être également l'occasion de lui donner un rôle à sa mesure. De la remettre dans le circuit. De lui donner effectivement ce rôle qu'elle cherche, parce qu'elle ne veut pas être une première dame classique, entre guillemets, elle ne veut pas des rôles de potiche, elle veut un rôle où elle serait également dans l'action. Alors là, on va maintenant raconter, vous allez raconter le moment où a lieu, où s'opère cette libération. Ils ont l'accord effectivement de Kadhafi, ils arrivent à la prison, mais là visiblement les ordres ne sont pas passés. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, ce qu'il faut bien établir, c'est que ça n'est pas une opération un coup de force, c'est-à-dire que il y a tout d'abord un accord de Nicolas Sarkozy, du colonel Kadhafi pour libérer les infirmières. Le seul problème, c'est que
au sein du pouvoir libyen, il y a différentes forces contradictoires et que cet accord obtenu sur le plan politique a du mal à se concrétiser sur le terrain, à ce que effectivement les portes des prisons s'ouvrent. Alors à ce moment-là, eh bien celle qui n'est pas la diplomate de l'équipe, Cécilia Sarkozy, elle décide de prendre l'action en main et de dire, après un ultimatum, à ses policiers qui l'accompagnent, allez. Elle leur dit, c'est maintenant qu'on va voir si vous êtes des hommes. Exactement, et elle leur dit, allez à la prison et vous les sortez. Et à ce moment-là, ce qu'ils font, eh bien, avec leurs armes de poing, ils font sauter les serrures et font sortir les infirmières. Et donc, c'est effectivement un accord politique qui a eu besoin d'un petit coup de pouce pour être concrétisé. Alors après la libération, il y a le départ vers la Bulgarie. Il y a un moment où Cécilia se retrouve dans un avion où il y a plus grand monde et vous décrivez une scène où elle pleure. Mais comme il n'y a pas grand monde dans l'avion, on se dit qu'on ne sait pas comment vous avez trouvé vos infos. Eh bien, on est arrivé aux quelques sources qui ont pu nous raconter de manière absolument crédible qu'elle est prise d'une très vive émotion à ce moment-là. D'abord parce qu'elle est épuisée, restée plus de 46 heures sans dormir, à négocier avec tout ce qui s'est passé, et également parce qu'elle est extrêmement émue par le rôle qu'elle vient de jouer. Il faut savoir qu'elle revient de Libye en disant d'abord je ne parlerai pas, je ne veux pas tirer la couverture à moi, mais elle revient extrêmement habitée par le rôle qu'elle vient de jouer, par la mission qu'elle vient de réussir, et elle pense très sincèrement qu'avec ce type de fonction d'émissaire un peu chic et choc qui pourrait sur différents terrains intervenir, eh bien voilà le rôle qu'elle pourrait trouver aux côtés de Nicolas Sarkozy. Et c'est le premier gros coup de Nicolas Sarkozy sur le plan international en tout cas. C'est le premier gros coup de Nicolas Sarkozy sur le plan international, et c'est après aussi une déception pour Cécilia Sarkozy qui se voit au fond après dessaisie en quelque sorte de ce dossier, puisque ça repasse après entre les mains des diplomates, des politiques, avec la polémique à la clé sur son rôle et la commission d'enquête. Et là, alors qu'elle aurait bien voulu, au fond, pouvoir réfléchir au fait d'aller ou pas témoigner, on décide pour elle. Et c'est ce qu'elle n'a pas supporté, et c'est ce qui l'a fait rebasculer. Et elle replonge dans la dépression, et donc elle ne reviendra plus. Néanmoins, vous parlez d'intuition tout à l'heure, c'est une personne très intuitive, dites-vous, dans le livre. En quoi ces conseils ont été déterminants dans la carrière de Nicolas Sarkozy? Elle a toujours parlé avec lui de choses politiques, de sujets politiques sensibles. Hein. Elle n'a pas conseillé uniquement sur ses vestes et ses tenues, comme on pourrait l'imaginer, mais elle a beaucoup plus d'ailleurs conseillé sur les aspects de stratégie politique, de positionnement, parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup justement les jeux stratégie, les jeux de pouvoir dans l'ombre. Et c'est sur ces terrains-là qu'elle est toujours intervenue auprès de son mari. Plusieurs fois, elle a l'occasion de nous dire par le passé, mais moi j'ai toujours été à ses côtés, je n'ai pas simplement été militante. Elle ne connaît mieux que personne. Elle est persuadée que justement, comme elle ne demande aucun poste et qu'elle n'est intéressée par rien, comme elle le dit souvent, je suis la seule qui l'écoute vraiment parce que moi, je suis totalement désintéressée. Alors ça lui donne un privilège officieux, c'est de faire un petit peu le tri autour de Nicolas Sarkozy et de favoriser les cécilistes, comme vous les appelez. Et alors là, on retrouve David Martineau, Rachida Dati et Claude Guéant principalement. Oui, parce que lorsqu'elle revient à Paris, il y a deux événements qui se superposent. Il y a son propre ressentiment, son propre malaise vis-à-vis du retour à Paris, une sorte de rancœur vis-à-vis de ceux qui ne l'ont pas aidé pendant son absence, de voir ceux qui ont un petit peu organisé l'intérim sur tous les points de vue de son ex-mari. Et puis, il y a également des divergences stratégiques qui naissent au sein de l'équipe, c'est-à-dire comment organiser, comment piloter la campagne présidentielle qui se prépare. Et là, il y a deux lignes très claires entre Cécilia Sarkozy, Claude Guéant par exemple, qui pensent qu'il faut sortir de l'UMP, organiser le dialogue avec les Français en marge du parti, et ceux qui estiment, parce qu'ils ont été formés dans la vie politique et dans le parti, par exemple Brice Hortefeux, qu'il faut absolument garder le parti comme locomotive de la campagne. Et c'est sur cette ligne de fracture, cette double ligne de fracture, que va s'organiser ce qu'elle a appelé au fond la mise à l'écart et la mue présidentielle de son mari. Et ceux qui prétendent ça aujourd'hui disent que ça a été l'un des
ingrédients majeurs de la victoire de Nicolas Sarkozy, justement, d'avoir gardé l'appareil à ses côtés et d'avoir su séparer les deux pôles. Cécilia Sarkozy faisait le tri donc autour de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une menace, puisque maintenant Carla Bruni entre dans l'histoire, si l'on peut dire. Est-ce que Carla Bruni, vous avez l'air de le dire, eh bien, se céciliarise, c'est-à-dire fait un petit peu les mêmes choses, commence à faire le tri autour de Nicolas Sarkozy? Elle est aussi à sa manière assez intuitive, Carla Bruni, d'après ce qu'on a pu comprendre, et elle l'organise effectivement, elle a l'air d'organiser d'assez près, au fond, la manière dont cela fonctionne, pas politiquement, s'entend, mais en termes des relations privées de Nicolas Sarkozy. Et elle a l'air, d'après ce qu'on a réussi à comprendre, à voir comme élément, déjà finalement de dire, voilà, je vais un peu dire qui vient dans les soirées, comment les soirées peuvent s'organiser, mais ça, c'est à la limite une partie privée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé d'une comparaison entre les deux personnages. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir une ressemblance physique, mais moi, ce qui m'intéresse dans les deux profils, c'est qu'au fond, vous avez une Carla Bruni qui est connue comme ayant des engagements plutôt à gauche, plutôt défendant des grandes causes sociétales, comme beaucoup d'artistes le font. Elle a été sur la scène du Zénith pour protester contre les tests ADN, contre le président de la République, c'est lui-même d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, tandis que Cécilia Sarkozy, elle était beaucoup plus, et elle est encore beaucoup plus attirée par les jeux d'influence et par les jeux de pouvoir. Donc on a quand même deux profils tout à fait différents, et je n'ai pas l'impression que Carla Bruni va remplacer sur ce terrain-là Cécilia Sarkozy. Je reviens sur la libération des infirmières bulgares, parce que la version que nous avez décrite est démentie par une infirmière bulgare et aussi par Claude Guéant apparemment. Alors, le secrétaire général dément effectivement cette information en disant elles n'ont pas été libérées par la force. Alors, bien sûr, nous, on ne va pas du tout polémiquer avec le secrétaire général de l'Élysée. Simplement, ce que l'on constate, pour le coup, de façon commune, c'est qu'il y a, comme je disais, un accord politique au départ pour libérer les infirmières bulgares, sauf que cet accord a du mal à se concrétiser. Et c'est ce coup de pouce à cet accord qui devait se faire, c'est pas vraiment la force, peut-être effectivement plus de l'effraction que de la force, parce qu'au départ, il y a un accord commun, mais il a du mal à se mettre en place. Alors Cécilia Sarkozy vient avec sa manière un peu diplomatique et force un peu la main. Donc Cécilia Sarkozy, pour terminer et résumer, conseillère efficace, intuitive, est-ce que, en dépit de ce qui les sépare aujourd'hui, Nicolas Sarkozy peut en avoir besoin pour l'avenir? On sait que dès le lendemain de leur divorce, les discussions politiques, stratégiques ont continué entre les deux. Qu'il y a certainement, bien évidemment, les tensions inévitables à ce genre de situation, comme tout couple ou tout être humain, mais il reste quand même une envie assez forte chez Cécilia Sarkozy de continuer à conseiller son mari. Elle disait à des proches récemment, mais si ceux qui voulaient mon départ pensent que je suis partie, mais c'est exactement le contraire, je suis encore très présente. Très bien, écoutez, ça c'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, bravo pour Rupture, Michael Darmon, Yves Deray, aux éditions du Moment, que voilà, qui est sorti aujourd'hui, c'est ça? Absolument. Aujourd'hui, donc il est tout chaud. Merci beaucoup, Michael. On va continuer maintenant avec Jean-Pierre Elkabbach, de parler de ses livres qui sortent sur le président de la République. En l'occurrence, celui-ci s'appelle Sarkozy, corps et âme d'un président. Son auteur, c'est Olivier Mongin, co-auteur d'ailleurs avec Georges Vigarello, qui est un sociologue du sport, et donc que Jean-Pierre Elkabbach reçoit. Olivier Mongin, vous dirigez la remarquable revue Esprit et vous publiez avec l'historien Georges Vigarello chez Perrin 100 pages très intéressantes, Corps et âme d'un président. Ce n'est ni une biographie, ni un bilan, ni une évaluation des 8 premiers mois de Nicolas Sarkozy. Ça parle de lui, mais ça parle aussi de la France qui est en train de se transformer. Oui, tout à fait. La grande question avec Nicolas Sarkozy, qui occupe tout l'espace, qui sature, qui est hypertrophique, c'est comment arriver à en parler. Et très souvent, comme c'est un personnage de scène incroyable,
on est un peu dans une émission comme des Guignols et on a tendance à tout de suite être dans l'ironie, dans la critique directe. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Et puis, il y en a d'autres, je l'ai vu dans ma rédaction, puisque vous parlez de la revue, qui vont un petit peu vite avec des comparaisons avec Berlusconi, etc. Je pense qu'il y a un phénomène Sarkozy qu'on ne peut pas réduire au personnage. Parce que derrière le personnage, c'est un grand théâtre. Mais le théâtre, il y a ce qui nous montre et il y a ce qui est dans les coulisses. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le pays? Parce que vous dites, on le voit courir, etc., on y reviendra. Mais aussi, on voit le pays dans lequel il court. Tout à fait. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui accompagne les transformations de la société française, et c'est pour ça qu'on parle de rupture. Mais cette rupture, c'est pas nécessairement une rupture qui correspond à une rupture historique. Au contraire, il met à nu, je dirais, un certain nombre de changements, de transformations, en bien ou en mal, qui ont accompagné la société française depuis une vingtaine d'années. Une société qui s'est confrontée à l'Europe, une société qui est confrontée à la mondialisation. C'est pas pour ça que Nicolas Sarkozy parle si bien de la place de la France dans le monde et dans l'Europe. C'est un autre débat. Oui, oui. Pendant la campagne électorale, Olivier Mongin, c'est vous qui aviez interrogé pour le Nouvel Observateur Ségolène Royal. A priori, vous n'avez rien d'un fan de Sarkozy. Et pourtant, vous dites qu'apparemment, il s'est préparé, qu'il y a eu tout un travail qui a été fait en amont et qui continue à être fait avec les intellectuels, ce que devrait faire aussi la gauche. Mais il y a tout un travail de fond idéologique qui est réalisé. Voilà, au fond, vous touchez le débat intellectuel. On parle beaucoup, depuis le discours de l'autre jour sur la politique de civilisation, des idées, les intellectuels et Sarkozy. Je pense que le travail d'un intellectuel, c'est déjà d'essayer de radiographier, mais pas uniquement, et d'interpréter ce qui se passe avec Sarkozy sans tout de suite le caricaturer. Alors effectivement, vous avez entièrement raison, Sarkozy, c'est d'abord un parcours politique étonnant. C'est un parcours politique qui a commencé il y a un certain nombre d'années à Neuilly. Et d'ailleurs, on essaie dans le livre de faire comprendre en quoi Neuilly n'est pas du tout un ghetto, mais était une espèce de vie. Tremplin pour la réussite. De tremplin pour la réussite. Le département. De ceux qui y sont. Le département des Hauts-de-Seine n'est pas loin, et il faut quand même voir que dans l'équipe de l'Élysée, il y a beaucoup de gens via Guéant qui sont passés par les Hauts-de-Seine. Donc on a quand même des lieux qui sont des lieux moteurs. Et pour moi, ce qui m'intéressait dans Neuilly, Neuilly justement, c'est aussi un révélateur des transformations des bourgeoisies françaises. Parce qu'au fond, ce qui est derrière tout ça, le pays est repassé à droite très solidement, je pense. Le vote n'est pas que sécuritaire. Il y a une droite française qu'on peut plus simplement qualifier que les catégories de René Raymond, que tout le monde connaît. Mais je pense qu'il faut bien voir que, on n'a plus la droite morale, catholique, s'adapter à la mondialisation, à sa manière, et au capitaliste tel qu'il est. Et donc Sarkozy, qui est un homme de contraste, et je dis de double discours permanent. Sarkozy est quelqu'un qui a très bien compris ce caractère biface de la société française, qui a une société qui veut encore, je dirais, défendre un certain nombre d'avantages acquis, comme on dit, et une société qui sait qu'elle est entrée dans la mondialisation économique. Et ce qui fait qu'il y a un personnage qui, je crois, est central, et d'ailleurs Sarkozy en est un, c'est le personnage du manager. Oui. C'est-à-dire qu'avec Sarkozy, l'entreprise, d'une certaine manière, est là, au centre, et beaucoup de gens, peut-être un peu vite, disent sa manière de gérer l'Élysée, c'est une manière de gérer une entreprise. Vous montrez trois figures, trois personnages. L'entrepreneur, vous en parlez? Effectivement, si on dit que Sarkozy est un révélateur, on parle pas encore de la société elle-même, mais on parle des figures qui organisent notre société. On voit très bien qu'il y a le personnage du manager, qui est très important. Et là, il faudrait s'arrêter plus longuement sur le fait qu'on assiste à un renouvellement des élites. Et que d'ailleurs, depuis que Sarkozy est là, on découvre que les écoles de commerce ont un rôle énorme et sont beaucoup plus concurrentielles à l'échelle internationale qu'on ne croit. Donc, le manager, les écoles de commerce, 1, 2... On a le personnage, moi, qui me fascine beaucoup, c'est le personnage du coach ou de l'entraîneur. On a eu la phase Laporte, tout le monde s'en souvient. Non, mais vous dites, il y a une équipe de préparateurs et de soigneurs qui jouent quelquefois à la place des joueurs ministres. Et parmi les préparateurs et soigneurs, il y a Guéant, Soubi, Jean-Daniel Lévy, Catherine Pégard, qui eux sont à l'Élysée. Parce que le coach, c'est très important, c'est quelqu'un qui, avec des individus, parce que la conception qu'a Sarkozy de l'entreprise, c'est une conception très individuelle. On n'est plus dans le collectif entrepreneurial avec possibilité de promotion à l'intérieur. Il faudrait là aussi s'arrêter sur le type d'entreprise qu'est le nôtre aujourd'hui. Mais le coach, il est là pour refaire du collectif.
pour refaire du collectif avec des individus qui n'ont pas d'autre choix que de réussir. Et le troisième personnage, vous le connaissez mieux que moi, c'est ce que j'appellerais l'animateur. Mais là, il faut pas non plus caricaturer. Faut pas faire comme font beaucoup de gens sur dire simplement que c'est un homme qui a pigé ce qu'était une animation télé, qui fait du spectacle permanent. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Ce n'est pas qu'un comédien. Derrière le corps de Sarkozy individuel, il y a un corps social, qui est le corps de la société. On dirait un intellectuel de gauche fasciné par Sarkozy. C'est ça? Prochaine victime de l'ouverture. Qui donc? Vous. Ah non, je crois pas, au contraire, parce que qui met en garde ceux qui le jugent trop facilement. Qu'un discours assassin ou un discours facile, alors qu'il y a une fascination négative et positive à la fois qu'on a partout, dans tous les milieux, à commencer par le milieu journaliste. Je pense qu'il faut prendre le temps et ça c'est un des gros problèmes pour la gauche, de réfléchir sur ce qu'est le phénomène Sarkozy. C'est cette rupture apparente qui n'est pas simplement une rupture. La rupture, c'est le personnage. Derrière cette rupture, il y a la mise à nu de la société française. Si la gauche veut un jour, d'une certaine manière, renaître dans le débat, il faut bien qu'elle se mette à parler des acteurs de la société française. Et qu'elle écoute les intellectuels plus qu'elle ne le fait, au lieu de se disputer sur les problèmes de place des uns et des autres. Mais alors, vous expliquez, Olivier Mongin, ce monde, comme vous dites, où l'on fait du jogging, où l'on court, les deux corps du président de la République. Il ne tient pas en place, il bouge, mais c'est vrai qu'il court tout le temps. Oui, alors avec le portable. C'est mon ami Vigarello, qui est un grand historien du corps et qui rappelle un peu une théorie. On n'est pas là pour alourdir les choses, mais qui est celle du double corps du roi. Le roi, qui était Kantorowicz, bravo. Et le roi, c'est quelqu'un qui est dans le visible, le monde visible, mais c'est quelqu'un qui doit s'inscrire dans la durée. C'est quelqu'un qui, effectivement, doit marquer une espèce de durée historique. Donc, il y a les deux corps, le physique, etc. Je mets une parenthèse. Est-ce que les relations avec les femmes font partie du corps du président? Jusqu'à maintenant, généralement, le corps de la femme du président relevait plutôt du corps invisible, on pourrait dire, corps. On va pas revenir à Madame de Gaulle, etc. Et le corps invisible, c'était aussi les doubles vies. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. D'autres présidents. Mais il y a le deuxième corps. Alors là, c'est les rites. C'est le costume officiel, c'est le président de la République. On voit très bien, et la photo de couverture du livre le montre très bien. Sarkozy est très mal à l'aise dans, je dirais, le costume présidentiel lui-même. On sait qu'il n'aime pas habiter l'Élysée. C'est pas quelqu'un d'un lieu, c'est un mobile permanent. C'est très important. Mais la fonction, est-ce qu'elle garde sa force ou sa réalité symbolique? Tout à fait. On peut pas se contenter de dire les présidents précédents, que ce soit Mitterrand ou Chirac, ont été des présidents trop décalés, trop peu visibles, trop discrets, etc. Et dire maintenant on en a un qui est au contraire dans l'hypertrophie, la saturation de l'espace médiatique. Je pense que le problème c'est de trouver un équilibre entre les deux. Et on voit très bien que la question de Sarkozy, aujourd'hui, alors il est allé chercher Edgar Morin et la politique de civilisation, le problème de Sarkozy, il a beaucoup donné avec Guénaud dans le discours sur la République, c'est comment refaire un collectif. Il a un discours du mérite individuel, de la réussite individuelle. Vous m'obligez à aller rapidement vers votre... Non mais d'un mot, vous dites dans la conclusion, il pense, ce sont peut-être les deux failles, il pense l'action politique hors de sa dimension collective et sociale. Deux, il ne voit pas, il ne fait pas voir suffisamment l'horizon historique de son action. Tout à fait. Et ça, c'est le grand problème, c'est que ça relève un peu de ce qu'est un syndrome de la société française. On a l'impression d'un pays qui n'est pas du tout en recul, mais un pays qui a beaucoup de mal, je dirais, à énoncer, et un politique doit énoncer un moment historique, à énoncer le moment historique qui est le nôtre. Alors, vous dites le Sarkozy, dans ce moment historique, c'est entreprendre, vous l'avez dit, entraîner et animer, avec un but, et je dirais presque une obsession, la réussite. Et pour réussir, le travail, le travail, le travail. Et réussir, est-ce que c'est gagner ou accepter une part d'échec avant d'arriver vers la victoire, enfin vers la réussite? Réussir, c'est pouvoir perdre, mais la réussite n'est le fait que de celui qui veut réussir. Et au fond, Sarkozy met une distinction très très forte entre celui qui ne veut pas être dans une logique de réussite et il est capable de respecter des perdants de la réussite à condition qu'ils se remettent en route, etc. Et le problème de Sarkozy, c'est peut-être d'oublier qu'il n'y a pas que les mauvais perdants. La mondialisation aujourd'hui économique, sans rentrer dans des discussions trop lointaines, c'est quelque chose qui justement est très dur, parce que comme dit l'économiste Daniel Cohen, le problème de la mondialisation, c'est vous êtes dans une logique de réussite ou vous n'en êtes pas. Et si vous n'en êtes pas,
on vous oublie, vous n'existez plus. Oui, mais on peut accepter une dose d'échec, apparemment comme il le fait, à condition que l'on sache et que l'on veuille gagner. Exactement. Donc c'est quand même là où il y a une mise en scène sarkozienne qui est importante, qui met en place un imaginaire de la réussite, dont on voit très bien les figures à travers l'entreprise, à travers le sport et à travers les médias. Et la diversité. Et la diversité aussi. Mais alors dans le livre, par exemple, on évoque beaucoup le cas de Rachida Dati et de son livre, etc. Mais surtout celui de Rachida Dati. Je pense qu'il a énormément besoin de Rachida Dati, qui ne peut pas se permettre un échec de Rachida Dati, parce que Rachida Dati doit montrer à la France entière qu'on peut venir de milieux, on pourrait dire voués à perdre, et en même temps s'en sortir. Oui. Est-ce que Olivier Mangin, vous en voyez un autre ou une autre comme lui, à droite et surtout à gauche aujourd'hui? Moi, très honnêtement, par rapport à des amis de gauche qui attendent tout simplement, et on le voit déjà auprès de présidentiables, tout simplement que M. Sarkozy se casse la figure. Moi, je fais partie des gens qui disent il est beaucoup plus fort qu'on ne croit, et que s'il devait être remplacé... Je pense que pour l'instant, Sarkozy, il nous a fait la politique de civilisation, la morale, il repart dans des bons, c'est pas trop ses affaires. Il sait très bien que ça va être difficile sur le plan de la croissance, de l'emploi et du pouvoir d'achat, il le pressent, mais n'oublions pas que Sarkozy, en grande partie, quand on regarde les sondages où on dit qu'il décroche, toujours à beaucoup plus de 50%, les gens suivent Sarkozy sur le problème de la sécurité. Donc vous dites à gauche, réveillez-vous, faites-en autant. Ah bah ça, bien entendu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à la revue Esprit, on a fait un numéro sur l'université, non pas pour dire la réforme Pécresse est formidable, simplement pour dire la gauche doit aussi s'emparer d'un certain nombre, je dirais, de débats et de réformes extrêmement importantes qui sont mises en route. Il faut se les réapproprier à gauche. Il y a une ouverture à droite, je dirais, il faudrait une ouverture à gauche. On pourrait se demander pourquoi et au nom de quoi, quelle est la légitimité des intellectuels comme vous, etc., qui se permettent de juger 8 mois après l'installation, il est bien, il est pas bien. Vous remarquez d'ailleurs que c'est pas un jugement, c'est un retour au réel. Sarkozy, d'une certaine manière, il y a une espèce de tournis qui doit pas faire oublier, c'est en ce sens-là qui fascine, qui nous ramène à un réel. Et que d'une certaine manière, je pense pas qu'il y ait un retour du politique, contrairement à ce qu'on a pu dire, mais il y a un retour, un intérêt pour le politique à travers lui, qui ne doit pas se limiter à un retour du type guignol et ironie. C'est un message aussi qui s'adresse à la gauche. Bien entendu. Et vous dites, le président est indépassable, même s'il a du mal à se dépasser, à sortir de son récit personnel. Il nous dit, et vous le dites avec beaucoup d'humour, je suis comme vous, mais qu'est-ce qu'il ajoute? Mais c'est quand même moi le président. Mais c'est moi. Voilà. Tout le problème de Sarkozy, c'est ce moi hypertrophié, qui est d'une certaine manière la métaphore de la réussite. Moi, j'ai réussi, vous devez réussir comme moi. Et au fond, vous pouvez tous être comme moi. Ça, c'est formidable. En même temps, le problème de Sarkozy, c'est le type de collectif auquel il accroche. Il a beaucoup de mal à penser des collectifs. Et on voit très bien que c'est un homme qui n'arrête pas de contourner les médiations, le Parlement, les médias à travers les journalistes. C'est un homme qui fait du théâtre pour être en direct avec les gens. Vous aimeriez bien qu'il y ait un moi, MOI ou MOIE, un homme, une femme à gauche qui puisse faire la même chose et y répondre. Oui, parce que je pense qu'une démocratie a besoin de conflictualité pacifique et pacifiée, et qu'aujourd'hui, on voit très bien que la stratégie d'ouverture, moi dont je me méfie énormément, parce que c'est une stratégie extrêmement perverse, est une stratégie qui est en train qui marche. Merci à vous, Olivier Mangin, Georges Vigarello. Sarkozy, corps et âme d'un président. Merci. Chez Perrin. Voilà, et rappel des titres et revue de presse avec Saveria. Clara Rojas et Consuelo González sont arrivées ce soir à Caracas au Venezuela. Elles ont été accueillies par leurs proches et des officiels du gouvernement d'Hugo Chávez. Clara Rojas qui a déclaré ne pas avoir vu Ingrid Betancourt depuis 3 ans. Par ailleurs, les guérilleros des FARC ont remis des preuves de vie de 8 otages au ministre vénézuélien de l'Intérieur, Ramón Rodríguez Chacín. 14 membres de la haute autorité sur les OGM contestent les doutes sérieux évoqués sur le seul maïs transgénique cultivé en France. Les scientifiques se disent gênés par le décalage entre ce qu'ils ont rédigé et sa transcription. La dernière séance de négociation sur la modernisation du marché du travail a buté ce soir sur l'absence d'avancée patronale. Les discussions achoppent sur l'allongement de la période d'essai et sur la rupture à l'amiable du contrat de travail. Les négociations reprendront demain matin.
Très bien, on va passer au dernier coup de fil. Voilà, et on revient, dernier coup de fil sur l'information de la soirée, la libération des deux otages, Clara Rojas et Consuelo González, avec deux téléphones en ligne. Fabrice Delaud, Alex-Marie d'Ingrid Betancourt, bonsoir. Bonsoir. Et Roland Duluard, sénateur de la Sarthe, vice-président du Sénat, spécialiste de l'Amérique du Sud. D'abord, Fabrice Delaud, évidemment beaucoup d'espoir après cette double libération. Est-ce qu'elle est atténuée? Il est atténué cet espoir par la déclaration de Clara Rojas qui dit qu'elle n'a pas vu Ingrid Betancourt depuis 3 ans? Non, non, pas du tout, parce que on savait très bien que Ingrid n'était pas avec Clara depuis très longtemps. Simplement, c'est merveilleux de la savoir libre aujourd'hui. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour saluer le sénateur Roland Duluard, parce que c'est aussi grâce au Sénat français que l'on doit ces libérations, car il nous aide dans notre combat depuis qu'Ingrid a été enlevée. Et la médiatisation internationale qui existe est bien aussi due au Sénat qui nous a tellement aidés. Roland Duluard, vous avez entendu Fabrice Delaud, bonsoir. Expliquez-nous quel a été le rôle du Sénat, justement, dont parlait Fabrice Delaud. Si vous voulez, on a toujours été très solidaires, d'une part parce que je connaissais bien Ingrid, l'ayant rencontrée à 3 reprises et dont 2 fois en Colombie. Et donc, j'ai toujours milité pour essayer de contribuer à mon modeste échelon à ce que on aide à ce que le monde n'arrête pas, ne l'oublie pas. C'est ça le problème du fond. Et au niveau du Sénat, quelles que soient les sensibilités politiques, nous avons tous été solidaires. Nous avons fait accrocher une photo d'elle et qu'on a dit qu'on n'enlèverait jamais tant qu'elle ne serait pas rentrée libre en France. Et nous avons mis là, il y a 15 jours, une photo si poignante, celle d'elle souffrante et malade. Est-ce qu'il faut prendre vraiment cette double libération comme vraiment un signe de détente de l'attitude des FARC? Je pense qu'il faut être prudent. C'est un signe important, c'est un grand moment d'émotion et c'est peut-être le début de quelque chose de différent. Mais il ne faut pas oublier que les FARC sont avant tout des narcotrafiquants, des bandits de grand chemin dont le jeu a toujours été d'enlever les gens pour les monnayer. Et à partir du moment où ils ont eu un otage de la qualité d'Ingrid Betancourt, ils pensaient avoir des cartes très différentes dans leurs mains. Moi, je suis prudent là-dessus. J'ose espérer qu'un procédé nouveau est enclenché. Peut-être que M. Chavez, le président vénézuélien, y contribue, mais il y aura encore beaucoup de travail. Il faut penser à la libération de l'ensemble des personnes otages des FARC. C'est une marque, Fabrice Delaud, c'est une marche qui a été franchie avec cette double libération. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour qu'on franchisse un deuxième palier pour atteindre la libération d'Ingrid Betancourt? Eh bien, il faut que l'ensemble de la communauté internationale, des chefs d'État du monde entier, avec le président Sarkozy, avec le président Chavez, avec le président Lula, avec l'administration Bush, avec l'ensemble des présidents latino-américains, fassent comprendre aussi au président Uribe qu'avec une vraie main tendue vers les FARC, on puisse arriver à un accord humanitaire qui puisse être un préalable pour des accords de paix, pour que, comme le dit si bien le sénateur Duluard, que les FARC changent de méthode et reviennent à un combat vraiment démocratique et cessent l'enlèvement et cessent le narcotrafic qui les finance. Vous avez vu les enfants, comment ils ont réagi? Écoutez, ils ont réagi avec beaucoup de joie de voir Clara et Consuelo libérés, mais maintenant, il faut redoubler de combat pour libérer Ingrid et les autres otages. Sénateur, là-bas, on appelle encore Nicolas Sarkozy à être présent, à intervenir. Que peut-il faire de plus? Écoutez, moi je pense qu'il y a eu un tournant au mois de décembre. Quand François Fillon, Premier ministre de la France, est allé en Argentine, il a rencontré 16 chef d'État. Il a parlé, il avait chargé d'une mission de Nicolas Sarkozy, il a parlé avec tous les présidents et à partir de ce moment-là, il y a eu une pression très forte. Et je pense que cette pression très forte a pu déterminer les FARC à bouger un peu. Et ça, je crois que c'est un élément très très important. Donc Nicolas Sarkozy a certainement
agit de façon très utile pour faire bouger les choses, mais ce n'est pas encore gagné. Il faut être extrêmement prudent. Il ne faut pas oublier que la Colombie est un pays souverain, que 70% de la population est derrière le président Uribe et que les FARC sont rejetés par l'opinion publique colombienne. Donc, à nous tous de maintenir la pression pour qu'on arrive à quelque chose sur le plan humanitaire et que cette barbarie cesse. La stratégie, ce serait justement de profiter de cette libération pour continuer à battre le fer tant qu'il est chaud, ou laisser reposer un petit peu pour ensuite persévérer dans les négociations? Je pense qu'il faut négocier toujours, mais négocier discrètement pour être efficace. Très bien. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir commenté en direct dans Bouge la France cette bonne nouvelle, donc qui, on l'espère, débouchera sur une bonne nouvelle suprême avec qui serait la libération d'Ingrid Betancourt. Voilà. Eh bien, l'émission est terminée. Je remercie Orserène Rosso d'avoir réalisé cette émission, Pierre-Henri Gergonne qui était le responsable comme tous les soirs, Oriane Mancini et Céline Badet qui l'ont préparé. Tout de suite, c'est Parlons Blog sur les banlieues présenté par Caroline Deschamps. On se retrouve bien sûr lundi et nous serons toujours en direct comme tous les soirs dans Bouge la France. Merci de votre fidélité. Au revoir. Chaque semaine dans le monde, il se passe énormément de choses et la presse en rend compte. Parfois, certains événements passent plus ou moins inaperçus parce qu'ils ont moins de conséquences immédiates. Crise financière, pétrole, les sports d'après-demain, l'alimentation, les progrès scientifiques. Nous allons essayer de chercher ceux qui sont le plus importants pour l'avenir. Nous aborderons tous ces sujets avec un autre regard, un regard à très long terme. Conversation d'avenir en compagnie de Jacques Attali, c'est tous les vendredis à 22h45 sur Public Sénat, la chaîne d'information politique.